Bonsoir à tous. Du coup, c'est moi qui reprends pour avoir fait l'accueil. Merci à tous d'être là ce soir. On attend encore quelques personnes, mais elles prendront en cours de route. Cette conférence débat est organisée par le collectif citoyen pour le climat et on voulait en profiter pour vous faire une petite présentation pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, ce collectif est un collectif citoyen avant tout, apartisan, non violent et qui a la particularité d'avoir vraiment un fort ancrage local. En fait, c'est une initiative qui vient des citoyens avant tout. C'est né suite à la démission de Nicolas Hulot en septembre 2018, qui se plaignait de ne pas avoir de, de société civile constituée dans la rue derrière lui pour le soutenir. Et ça a été le déclic de beaucoup d'entre nous de se dire c'est vrai, on n'est pas suffisamment impliqué à dire qu'on voudrait que les choses bougent plus fort. Donc il y a eu cette première marche pour le climat, suite à laquelle se sont constitués un certain nombre de groupes de toutes sortes, dont ce collectif qui est par essence extrêmement horizontale. Il y a un ensemble de fondamentaux à respecter, mais il y a tout un tas de collectifs locaux, principalement dans des petites villes en fait. C'est dans ces villes-là que s'organisent les marches et en général c'est autour des citoyens pour le climat que ça se fait. Et dans les fondamentaux, il y a la volonté d'avoir une information qui soit fiable, de diffuser des actions qui vont pouvoir avoir des impacts concrets. Et pour ça, d'avoir une approche assez factuelle et quantifiée des questions climat. Donc, c'est aussi dans ce cadre-là qu'on fait ce type de conférence. On y reviendra. Et il y a quelques revendications fortes qui sont portées par le collectif, comme la déclaration d'urgence climatique, la ratification du pacte finance-climat, la prise en compte de la notion d'écocide comme crime contre l'humanité, ce type de choses. Dans ce qu'on fait, il y a, comme je le disais, toute la co-organisation des marches, un peu partout en France, mais aussi à l'étranger. Il y a un collectif, notamment en Afrique. Il y en a quelques-uns en Océanie. Mais il y a plein d'autres actions de terrain. Il y a des plantations, il y a eu des concerts, il y a eu des vélorussions, toutes sortes d'actions diverses et variées. Il y a pas mal de lobbying citoyen à différents niveaux. On a travaillé avec les maires pour cette question de déclaration d'urgence climatique. On travaille avec des députés pour toutes sortes d'amendements, notamment par exemple sur la loi mobilité. Et là, on travaille actuellement sur la question de la réforme de la PAC, qui va être vraiment essentielle dans les années à venir, dans cette question de changement climatique évidemment. Et les actions qu'on fait ici sont celles qui sont liées à tout ce qui est le pôle science et la médiation scientifique. Donc, on a fait un certain nombre de choses, notamment on a participé à la traduction des 3 derniers rapports du GIEC en français, puisqu'il n'était au départ que en anglais. Et d'ailleurs, ils n'ont même pas été, Daniel les montre en même temps, ils n'ont même pas encore été édités officiellement en français. Donc, on a des traductions non officielles dont on a fait des résumés. Parce que même le résumé, une fois traduit en français, est quand même un peu compliqué. Donc là, on a fait des résumés en 8 pages avec des couleurs, des schémas, etc. Ainsi qu'une vidéo. Tout ça, c'est des liens qu'on pourra vous envoyer si ça vous intéresse, qui résume en 5 minutes le rapport du GIEC de comment on fait pour rester dans un monde à 1,5 degré, quels sont déjà les impacts, ce type de choses. Et puis, on a toutes sortes d'autres outils, comme le kiosque de science, qui est un outil de vulgarisation, de sensibilisation et d'information, qui est à la base d'un certain nombre d'autres webinaires qu'on a fait et qu'on va faire les mercredis après-midi, les mercredis soirs, comme ça. Donc, il ne faudra pas hésiter à suivre les autres conférences. Et on fait également toutes sortes d'interventions en collège, en lycée, à l'université, y compris en entreprise, dans les pôles RSE. Et l'organisation de ce type de conférences, donc qu'on ouvre ce soir avec celle de Daniel, qui sont sur des points un peu plus précis de ce qui nous intéresse dans les questions climatiques et de comment différents enjeux, comment différentes filières peuvent ou pas contribuer à la lutte contre le changement climatique. Vous avez le lien vers le site internet où se trouvent la plupart des informations que j'ai citées ici et surtout, n'hésitez pas à mettre des questions au fur et à mesure dans la liste, dans le petit chat. Elles seront agrégées au fur et à mesure et on pourra du coup les redonner à la fin de la conférence. Encore merci à tous et je vais du coup passer la parole à notre intervenant de ce soir, Daniel. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Je regarde juste dans le chat si ça marche.
Ce soir, je vais donc vous parler de photovoltaïque et je vais essayer de profiter de cette présentation pour revenir sur des ordres de grandeur importants, revenir un peu sur un certain nombre d'idées reçues qu'on peut avoir sur le photovoltaïque. Alors, pour me présenter en deux mots et vous dire un peu d'où je vous parle, moi, je suis enseignant-chercheur à l'École Polytechnique et je travaille à l'Institut photovoltaïque d'Île-de-France, l'IPVF, qui est un institut labellisé Institut de la transition énergétique et qui rassemble des partenaires académiques et des partenaires industriels pour travailler sur le photovoltaïque. Et on a un programme de recherche que je vous présente ici avec ces quelques vignettes qui s'étend depuis la réalisation de cellules solaires jusqu'à leur caractérisation ou la conception de nouvelles stratégies de conversion d'énergie et même les aspects technico-économiques du photovoltaïque. Donc, on a vraiment un panel qui est relativement large de compétences dans l'Institut. Moi, ce que je voudrais faire ce soir, c'est la chose suivante. On va avoir une première demi-heure, en gros, de présentation. Et puis après ça, on aura du temps pour pouvoir discuter. Et ce que j'ai envie vraiment de faire avec cette présentation, en l'espace de 30 minutes, c'est de revenir pour vous partager avec vous des éléments de base sur le photovoltaïque, parce que je trouve que ça fait partie des domaines où on a beaucoup de positions très tranchées, soit d'un côté, soit de l'autre. Vous avez ceux qui expliquent que le photovoltaïque, c'est la solution et qu'il n'y a plus, il y a qu'à, il suffit de développer ça et puis on aura réglé tous les problèmes. Vous avez ceux qui disent au contraire que ça sert absolument à rien et que c'est une hérésie de vouloir mettre ne serait-ce qu'un seul panneau. Moi, je ne vais pas répondre directement à cette question-là. Ce que je voudrais faire, c'est partager avec vous les éléments du problème pour que vous puissiez vous faire après ça votre propre opinion et que vous puissiez retrouver les chiffres. Donc, il y aura dans cette présentation pas mal de données. Le but, c'est pas forcément que vous les reteniez tous, toutes au fur et à mesure. Les slides seront disponibles et donc vous pourrez les piocher dedans et retrouver dans ces slides les informations qui vous auront intéressé et qui pourront nourrir votre réflexion. C'est vraiment ça la stratégie de cette présentation. Alors, dans les 30 minutes qui vont venir, je vais vous redonner les ordres de grandeur sur le photovoltaïque et vous expliquer un peu comment tout ça, ça marche. Je voudrais aussi dire un mot sur l'évolution de la filière, parce que c'est une filière qui bouge vite. Et le graphe que je vous montre là à droite, c'est l'évolution de l'installation du photovoltaïque en noir. Donc, la courbe noire, c'est la quantité de photovoltaïque installée année après année. Et les courbes en couleur, c'est à chaque année comment est-ce que l'Agence internationale de l'énergie, l'IEA, estimait que la filière allait continuer à évoluer. Vous voyez que chaque année, l'IEA se disait, bon, bah, en gros, ça va continuer à la valeur que ça a maintenant. Et puis là, en fait, pas du tout. Chaque année, ça continue à croître de plus en plus. Et je trouve que ce graphe, il est intéressant parce qu'il montre à quel point le dynamisme de la filière est quelque chose qui est difficile à prévoir et à quel point toutes les prédictions se sont systématiquement trompées jusqu'à maintenant. Et évidemment, il faut espérer pour la filière qu'elles continueront de se tromper en la sous-estimant à l'avenir. Et puis, dans une troisième partie, je vais partager avec vous quelques perspectives sur les défis à venir pour la filière et qu'est-ce qu'il faut attendre ou pourquoi est-ce qu'il faut travailler pour faire évoluer les choses. Alors, c'est parti. J'attaque sur le départ. Les ordres de grandeur. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au solaire? Et pour moi, il y a vraiment une raison principale qui est la question de la ressource. Sur cette image-là, vous avez ces différents cubes qui représentent différentes quantités d'énergie. Le petit cube qui est là, ça représente la quantité d'énergie consommée par l'humanité en une année, en l'occurrence en 2018. Les différents cubes que vous avez derrière représentent les réserves estimées aujourd'hui de gaz, de pétrole, de charbon, respectivement. Ça, c'est l'uranium qui est présent sur Terre, sans compter la surgénération. On peut discuter de est-ce que ces cubes, comment est-ce que la taille de ces cubes sont estimés, mais l'information principale à retenir, c'est que le flux solaire qui arrive sur Terre, sur les terres immergées pendant un an, qui est ce gros cube jaune, est très clairement beaucoup, beaucoup plus important que les ressources énergétiques, les autres ressources énergétiques, et beaucoup, beaucoup plus important que notre besoin énergétique. Vous avez les chiffres qui sont là. L'énergie primaire, sur une année, c'est 20 terawatts en moyenne sur l'année, en gros. Alors que ça, c'est la ressource solaire qui arrive sur les continents sur la même période.
Si vous voulez mettre des chiffres dessus, au niveau de la France, puisqu'évidemment cette ressource, elle dépend de où est-ce que vous êtes sur Terre, au niveau de la France, si vous faites un carré de 1 mètre au sol et que vous regardez la quantité d'énergie qui tombe dedans le 21 juin à midi sans nuage, vous êtes en gros à 1000 watts par mètre carré. Et si vous faites la moyenne sur l'année, en considérant qu'il ne fait pas jour tout le temps, que le soleil n'est pas toujours au zénith et qu'il y a des nuages, vous êtes en moyenne à 150 watts par mètre carré lissé sur l'année. Alors 150 watts par mètre carré, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, si vous voulez couvrir la consommation électrique du pays sur une année, il faut que vous ayez une surface qui correspond à peu près à 20% de la surface actuellement couverte par les routes. Alors là, j'insiste vraiment sur le fait que c'est des ordres de grandeur. Je ne dis pas qu'il faut faire des routes solaires partout et je ne dis pas qu'il suffirait d'avoir cette surface-là pour avoir un système électrique qui marche. Mais ce que ces chiffres disent pour moi, c'est à quel point la ressource solaire est importante et elle est certes difficile à utiliser, elle est diffuse, elle est répartie sur toute la surface, elle est intermittente, on en reparlera un petit peu, mais elle représente réellement une source d'énergie significative, très importante. Et il s'agit pour moi vraiment de trouver qu'est-ce qu'on peut en faire dans la perspective où on se dit qu'on a de toute façon besoin d'énergie pour faire fonctionner nos sociétés. Alors, convertir l'énergie solaire, c'est tout l'enjeu. Et essentiellement, vous avez 3 stratégies pour transformer la lumière la lumière du soleil en énergie. La première stratégie consiste à transformer l'énergie du soleil en chimie. Ça s'appelle la biomasse et ça fonctionne avec un rendement qui est de l'ordre de 1%, de 1%. C'est-à-dire que pour 100 joules qui tombent sur une plante, vous allez réussir à en convertir à peu près 1% en liaison chimique. Et puis ces liaisons chimiques, à terme, si vous utilisez cette plante, vont devenir de la chaleur. Si vous brûlez la plante ou si vous attendez très très longtemps, ça va éventuellement devenir du pétrole. Ça se fait avec un rendement qui est très faible. Si vous transformez la lumière du soleil en une chaleur que vous pouvez utiliser, c'est-à-dire utiliser cette lumière pour chauffer un caloporteur, ça s'appelle du solaire thermique, et vous êtes capable de récupérer à peu près 80% de la lumière incidente. Par contre, ce que vous avez récupéré quand vous faites ça, c'est juste un fluide chaud, et donc c'est pas directement utilisable, par exemple, si vous voulez alimenter votre ordinateur pour écouter cette conférence. Le but du photovoltaïque, c'est de transformer la lumière du soleil directement en électricité. Alors, je vais là faire une toute petite parenthèse un peu technique, parce que je sais que parmi vous, il y en a un certain nombre qui ont un bagage scientifique. Et donc, si le bagage scientifique vous fait peur, écoutez pas la slide suivante. Et si ça vous intéresse de savoir comment ça marche une cellule photovoltaïque, alors ce slide est pour vous. Voilà, en 2 mots et en agitant les mains, comment marche une cellule solaire. Pour faire une cellule solaire, vous avez besoin d'avoir la lumière du soleil. Alors ça, ce que représente ce graphe, c'est le spectre du soleil, c'est-à-dire combien de lumière vous avez en fonction de l'énergie portée par les photons de cette lumière, c'est-à-dire par la couleur, en gros, de la lumière en question. Vous envoyez cette lumière sur un matériau qui est un matériau semi-conducteur, c'est-à-dire un matériau. Et ce matériau, il est capable d'absorber tous les photons qui ont plus d'énergie que ce seuil. Autrement dit, vous absorbez les photons qui sont au-dessus du gap, vous n'absorbez pas les photons qui sont en dessous du gap. Toute cette quantité d'énergie-là, ici, elle est perdue, déjà. Quand vous absorbez un photon et que vous générez un électron qui est représenté ici, cet électron, il ne va pas rester là où il est, il va finir par retomber au niveau du gap du matériau. Et puis, si vous faites ça avec plein de photons, vous vous retrouvez avec plein d'électrons. Évidemment, ces électrons, ils ne vont pas rester là toute leur vie. Si vous leur fichez la paix, à un moment ou à un autre, ils vont finir par retomber dans la bande d'où ils viennent. Donc, il faut que vous arriviez à garder ces électrons à des états de haute énergie, dans des états excités, parce que c'est là que vous allez pouvoir les récupérer. Ensuite, il ne suffit pas que les électrons restent au milieu du matériau. Vous, ce qui vous intéresse, c'est d'utiliser ces électrons pour pouvoir alimenter un circuit électrique. Donc, il faut que vous puissiez sortir les électrons du dispositif. Et à ce moment-là, l'électron va vous donner une quantité d'énergie qui correspond à peu près au gap du matériau, puisque vous récupérez l'électron ici, vous le faites travailler en passant dans le circuit, puis vous le remettez dans la bande en bas. Autrement dit, vous avez récupéré autant d'électrons que vous avez de photons au-dessus du gap. Donc, vous avez envie d'avoir un petit gap pour absorber plein de photons, mais chaque électron va vous donner une énergie qui vaut le gap. Autrement dit, vous avez envie d'avoir un grand gap pour que chaque électron vous donne plein d'énergie. Et donc là, vous sentez bien qu'il va y avoir un compromis. Et qu'en fonction du gap, si le gap est trop petit, ça ne va pas marcher parce qu'on va avoir plein d'électrons, mais ces électrons, ils vont tous avoir une énergie nulle.
Si vous avez un gap qui est trop grand, ça ne va pas marcher parce que vous allez avoir des électrons qui ont certes beaucoup d'énergie, mais vous allez avoir quasiment aucun électron. Si je représente le rendement de conversion de la cellule solaire en fonction de ce gap, sur un modèle très très simple, ça vous donne le graphe qui est ici. Et vous voyez effectivement, si le gap est trop petit, ça ne marche pas. Si le gap est trop grand, ça ne marche pas. Il faut que le gap soit quelque part au milieu. Et ce maximum ici correspond à peu près à 30% de rendement pour un gap de l'ordre de 1,2 électronvolts, peu importe l'unité. Si je représente là-dessus les matériaux qui sont utilisés actuellement pour faire du photovoltaïque, vous voyez effectivement que tous les matériaux qu'on utilise sont dans des régions de gap qui sont celles autour du maximum. Évidemment, on ne va pas essayer de faire un matériau avec un gap par ici, ou en tout cas pas pour faire une cellule toute seule. Et vous voyez que ces matériaux, ils sont pas très très loin de la limite que prédit ce modèle. Voilà, ça c'était la parenthèse pour physiciens. Si la physique vous fait peur, on reprend maintenant. Oubliez ce que j'ai dit jusque-là. L'idée principale est la suivante. Pour convertir de la lumière du soleil en électricité, il faut des matériaux. Il ne faut pas n'importe quel matériau. Et même les matériaux les plus optimaux, les plus idéaux, dans un modèle simple, sont limités à 30% de rendement. Alors, si je mets un peu ça sur un graphe, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment comme rendement? 0% de rendement, ça veut dire que vous n'arrivez pas du tout à convertir la lumière en électricité. 100% de rendement, ce serait vous convertissez toute la lumière en électricité. La limite que je vous ai indiquée jusque-là, elle est ici. Elle correspond à une limite de 30% pour les cellules les plus simples. Les meilleures cellules qu'on sait faire suivant ce modèle simple, elles sont aujourd'hui à autour de 27-29% de rendement. Les cellules que vous pouvez acheter dans le commerce, elles sont autour de 22% de rendement. Et les meilleures cellules de laboratoire qui utilisent une architecture beaucoup plus compliquée que ce que je vous ai présenté jusque-là sont à 47% de rendement. Ça, c'est le record du monde qui a été publié avant-hier dans Nature. Et c'est une espèce de monstruosité. Vous voyez, c'est une espèce de millefeuille là, de matériaux qui est là. Mais c'est le record du monde en termes de matériaux. Alors, est-ce que vous m'entendez bien jusque-là? Est-ce que vous pouvez me dire sur le chat si ça va? Histoire que je continue comme ça, si ça va, ou que je change, si ça va pas. Ok, super. Merci. Donc ça, c'est pour vous donner une idée des ordres de grandeur de rendement de ce qu'on peut espérer d'une cellule solaire et de comment ça marche. Alors là, je vous l'ai fait sur la version simple. Si vous voulez vraiment rentrer dans le détail des matériaux, ça ressemble à ça et ça fait très peur. Alors ce slide, il est là principalement pour vous faire peur. Chacune des lignes de ce graphe représente une technologie de cellules solaires. Et ce que vous voyez, c'est au cours du temps, comment est-ce que le rendement de ces technologies évolue. Donc, vous voyez que toutes les technologies ont tendance à s'améliorer dans le temps, évidemment. Si vous remettez ici la ligne des 30% qu'on a discuté précédemment, vous voyez que quasiment toutes les technologies sont en dessous de ces 30%. C'est normal, c'est parce qu'elles utilisent le fonctionnement simple que je vous ai montré jusque-là. Et vous voyez qu'on a des solutions pour passer au-dessus de ces 30%, mais qu'il n'y a pas beaucoup de technologies qui sont capables de faire ça, parce qu'il faut quelque chose de très particulier, il faut des mécanismes de conversion de l'énergie plus complexes que ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir jusque-là en termes d'ordre de grandeur? Les architectures simples de cellules sont limitées à 30% de rendement. Les meilleures cellules du monde sont au-dessus de cette limite, mais les meilleures cellules suivant cette stratégie de conversion sont quasiment à ces 30% de rendement. Et ce que vous pouvez acheter dans le commerce aujourd'hui, c'est autour de 20 à 22% de rendement. Alors, parmi toute cette jungle de cellules solaires, on pourrait évidemment parler de chacune de ces technologies. Elles sont toutes intéressantes, mais il y en a une sur laquelle je vais vraiment me concentrer dans la suite de cette conférence, et c'est les technologies à base de silicium. Et je vais faire ça pour une raison très simple, c'est que le silicium, aujourd'hui, c'est à peu près 97% du marché des cellules solaires. Ça, c'est ce que représente ce graphe. Au cours du temps, comment sont réparties les parts de marché du secteur photovoltaïque. En bleu foncé, c'est ce qu'on appelle le silicium multicristallin. En bleu clair, c'est le silicium monocristallin. Alors, il ne faut pas dire silicium, mais quand même, c'est très, très proche en termes de technologie, en termes de fonctionnement, en termes de création de panneaux solaires. Donc, je vais appeler tout ça du silicium. Et vous voyez que tout le reste des technologies se partagent le trait vert qui est là. Autrement dit, du point de vue des marchés, à l'heure actuelle, et a priori pour un bon bout de temps,
le photovoltaïque, c'est du silicium. Et donc, je vais principalement parler de ça et je reviendrai sur les autres technologies en parlant des perspectives. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans une cellule en silicium? Là, je vous ai fait un zoom sur l'intérieur d'une cellule. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Je pourrais discuter avec vous, si vous le souhaitez, d'à quoi servent chacune de ces couches. Mais vous voyez qu'en gros, une cellule photovoltaïque, c'est une galette de silicium. Ça, ici, ça fait à peu près de l'ordre d'une centaine de microns d'épaisseur. Donc, c'est assez fin. C'est une galette d'une centaine de microns de silicium qui est dopée, c'est-à-dire qu'on a mis quelques impuretés à base de phosphore ou de bore. Vous avez au-dessus quelques couches avec de l'oxyde de silicium, un peu de nitrure d'aluminium, et vous avez des contacts qui sont en métal. En général, en dessous ici, c'est de l'aluminium, et au-dessus ici, c'est de l'argent. Autrement dit, vous aurez vu dans cette liste de courses qu'il faut pour faire une cellule solaire qu'il n'y a pas de terres rares. Donc, contrairement à ce qu'on entend parfois, dans une cellule solaire, à minima dans une cellule solaire en silicium qui représente la quasi-intégralité du marché, il n'y a pas de terres rares. Il y a des technologies de cellules solaires qui utilisent des terres rares. Le record du monde que je vous ai montré à 47% en utilise. Certaines technologies en couche mince en utilisent également. On peut se poser la question de savoir quelle est la durabilité de l'usage de terres rares. Mais de manière générale, quand on parle de photovoltaïque, et donc quand on parle à l'heure actuelle de cellules en silicium, la question des ressources en termes de matériaux n'est pas, à mon sens, les éléments les plus critiques. Et en tout cas, il n'y a vraiment pas de terres rares dans une cellule solaire. Alors là, je vais commencer à vouloir attirer votre attention sur un certain nombre de difficultés de vocabulaire, parce qu'on a tendance à mélanger beaucoup de choses. Et à mon sens, le diable est dans ces détails-là, et c'est important de bien distinguer les différentes composantes du système dont on parle. Quand on parle d'une cellule solaire, on parle en général d'un morceau de silicium qui a été travaillé. Donc, c'est un truc qui est comme sur l'image qui est là. Ou si vous voyez ma caméra, ça ressemble à ça. Ça, c'est une cellule qu'on a faite à l'IPVF. Ça, c'est une cellule solaire. Ce qu'on appelle un panneau solaire ou un module solaire, c'est un assemblage de plusieurs cellules. Et c'est ce que vous avez ici à droite. Jusqu'à maintenant, je vous ai parlé des rendements principalement de cellules, encore que les 20% dont je vous parlais, c'est des rendements de modules. À partir de maintenant, je vais vous parler de ce que vous pouvez acheter dans le commerce, c'est-à-dire je vais vous parler de panneaux solaires. Alors, combien ça coûte un panneau solaire? Ce graphe-là, il est assez spectaculaire et pour moi, il illustre vraiment la question de la dynamique de la filière que j'évoquais un petit peu plus tôt. Ce graphe représente le coût d'un panneau solaire, ou plus exactement, le coût d'un panneau, le coût au watt, c'est-à-dire si vous avez un panneau, que ce panneau est capable de faire 100 watts quand vous le mettez sous le soleil dans les bonnes conditions, que ce panneau vous a coûté tant d'euros, combien d'euros est-ce que ça vous a coûté? Et c'est le coût au watt en fonction de la quantité de panneaux produites. En gros, le premier point, c'est les premiers panneaux produits industriellement, c'est en 1976, et ça coûtait en gros 100 $ si vous vouliez produire un panneau capable de faire 1 watt. Aujourd'hui, on a produit beaucoup de panneaux, on a donc amélioré les process, amélioré la technologie des panneaux, on sait faire les choses beaucoup mieux, et cette courbe s'appelle une courbe d'apprentissage. Et vous voyez que les prix ont chuté de manière dramatique. On est en 2019 autour de 20 centimes de dollars pour faire 1 watt. Autrement dit, les prix ont été divisés d'à peu près 500 en l'échelle d'une quarantaine d'années. Donc là, c'est vraiment la dynamique extrêmement forte du photovoltaïque que j'évoquais un petit peu plus tôt et qui vous montre à quel point c'est une filière qui bouge et qui bouge vite. Alors, cette courbe est passionnante. En fait, on peut passer des heures dessus. Elle retrace vraiment l'histoire du photovoltaïque et on pourra éventuellement revenir dessus si vous le souhaitez dans la partie de discussion. Il me semble important de souligner que quand on parle de prix, c'est toujours quelque chose de compliqué parce qu'il faut être très clair sur ce dont on parle précisément. Là, je vous parle du prix au watt des modules, c'est-à-dire ce que ça coûte de réaliser un panneau solaire. Vous le prenez en sortie de chaîne, vous le mettez sous une illumination parfaite, vous regardez combien de watts il est capable de sortir, ça vous fait un prix au watt. Qu'est-ce qu'il y a dans ce prix au watt? Vous avez le prix du silicium que vous avez utilisé comme structure pour la cellule. Vous avez le prix de ce que ça a coûté de faire à partir de ce silicium une cellule solaire, plusieurs cellules solaires pour faire un panneau. Et puis, vous avez ce que ça coûte de transformer
ces cellules indépendantes les unes des autres en un panneau solaire. Et voilà à peu près comment se répartissent les coûts. Maintenant, ce n'est pas vraiment ça qui vous intéresse. Ça, c'est un panneau solaire en sortie d'usine. Vous, à minimum, ce qui vous intéresse, c'est d'avoir le panneau solaire chez vous. Du coup, au prix du panneau solaire à lui tout seul, qui est donc le prix du module, se rajoute le prix de l'électronique de puissance qui va connecter votre cellule, enfin votre panneau, le prix de la structure métallique pour venir mettre les panneaux là où vous voulez les installer, le prix de la main-d'œuvre pour l'installation et une certaine quantité de taxes, coût du capital. Donc, vous passez du prix du module au prix, ça c'est le prix du module, tout ça, c'est cette fraction-là, ça c'est le prix installé. Donc là, c'est le coût que ça représente pour avoir ce panneau installé chez vous. Mais on n'a pas complètement fini l'histoire, parce que ce panneau, évidemment, il ne va pas marcher en permanence au maximum de ses capacités. La nuit, il ne marche pas, typiquement. Et puis, il va avoir tendance à se dégrader un petit peu. Il a une durée de vie qui est limitée. Et puis, éventuellement, il faut tenir compte du fait qu'il faut l'entretenir. Tout ça, ça s'inclut dans ce qu'on appelle le coût actualisé de l'énergie. Dans le coût actualisé de l'énergie, on inclut la maintenance, le fait que l'ensoleillement n'est pas 24 heures sur 24, le même que celui d'un 21 juin à midi sans nuages, et le fait que les panneaux se dégradent. Alors, sur la dégradation des panneaux, un ordre de grandeur également, un panneau se dégrade avec une vitesse qui est relativement lente, de l'ordre de 5%, 0,5% de sa puissance nominale par an. Ça veut dire qu'en 30 ans, un panneau silicium qui au départ était à 20% de rendement est passé à 17% de rendement en une trentaine d'années. Autrement dit, la dégradation des panneaux photovoltaïques, silicium, technologie mature, aujourd'hui, c'est quelque chose de relativement lent. Si vous incluez le coût de tout ça sur la durée de vie du panneau et que vous dites, au bout de 30 ans, mon panneau, je le jette, puis je reprends un nouveau, ça vous fait un prix pour une certaine quantité d'énergie. Vous calculez qu'est-ce que le panneau vous a coûté sur l'ensemble de sa vie, vous calculez combien d'énergie le panneau a produit sur l'ensemble de sa vie, et ça vous fait ce qu'on appelle le coût actualisé de l'énergie. Donc vous voyez qu'ici, en fonction de ce que vous êtes en train de regarder, vous pouvez avoir des chiffres qui sont très différents. Et là, je vous donne 3 ordres de grandeur typiques, le prix du module, le coût installé et le coût actualisé. Mais vous voyez que dans la discussion, et quand vous discutez avec d'autres personnes, il faut vraiment être très attentif pour savoir de quel prix est-ce qu'on est en train de vous parler. Ces 3 prix font du sens, mais ils ne font pas forcément sens dans le même contexte. Évidemment, le prix du module n'est pas le prix auquel les consommateurs vont toucher l'électricité au bout du compte. Mais en même temps, le prix actualisé rendu sur 30 ans ne rend pas forcément compte de comment est-ce que les technologies sont en train d'évoluer. Donc, il y a vraiment à jongler avec ces différents chiffres. Il y a à utiliser le chiffre qui fait le plus de sens en fonction de la question à laquelle vous êtes en train d'essayer de répondre. Ce slide-là, il est pour comparer un petit peu le coût actualisé de l'énergie que je vais donner, donc ce que ça coûte au bout du compte pour produire de l'énergie réellement, à d'autres façons de produire de l'énergie. Alors, vous voyez que ces estimations, elles ont toutes des barres d'erreur qui sont assez significatives et on peut les discuter. Mais ce qui apparaît pour moi assez clairement sur ce graphe, c'est que quand on parle du coût de production d'énergie avec le photovoltaïque, on est aujourd'hui sur des ordres de grandeur qui sont clairement compatibles avec les ordres de grandeur d'autres façons de produire de l'électricité et qui ont même tendance à être plutôt dans le bas du panier. Alors, vous avez à nouveau en haut ici à droite un signe attention qui vous dit attention à ce dont on parle ici précisément, à nouveau. Ici, ce que je compte dans le coût actualisé de l'énergie, c'est ce que ça coûte réellement de produire de l'énergie avec mon panneau, et je tiens compte de la dégradation, la maintenance, etc. Je ne tiens pas compte de ce que ça coûte d'adapter le réseau électrique. Et ça, éventuellement, j'en reparlerai à nouveau dans la dernière partie, mais il faut être toujours prudent avec les indicateurs, de savoir les réalités qui le recouvrent réellement. Alors ça, c'était la partie du coût économique du photovoltaïque. Donc, quand on vous dit le photovoltaïque, ça coûte cher, ça dépend un peu de ce dont on parle. Quand on vous dit le photovoltaïque, ça coûte pas cher, pareil, ça dépend de qu'est-ce qu'on inclut réellement dans le coût de ce qu'on compte. À côté de ça, pour moi, c'est important de parler aussi du coût environnemental des cellules solaires. Le graphe qui est à gauche ici représente ce qui s'appelle ce qui est écrit EPBT, c'est-à-dire Energy Payback Time. Combien de temps ça prend pour qu'un panneau ait produit autant d'énergie que ce qu'il a coûté lui-même pour être produit.
Autrement dit, vous investissez de l'énergie pour faire fondre du silicium, pour purifier ce silicium, pour le transformer en cellules solaires, pour le transformer en module. Ce module va produire à son tour de l'énergie. Au bout de combien de temps le module aura produit autant d'énergie que ce qu'il a coûté? Alors, vous voyez que, évidemment, c'est des quantités qui changent au cours du temps, et puisque le domaine change vite, eh ben, le temps de retour énergétique change vite également. Et donc, quand on vous dit qu'un panneau solaire a une durée de vie de 10 ans et qui met 15 ans à rendre l'énergie qu'il a coûté, c'était vrai dans les années 70. Vous voyez que c'est plus du tout vrai maintenant. Et ce graphe, à nouveau, pour moi, dit l'importance qu'il y a à se tenir à jour sur les chiffres, sur une filière qui bouge très, très vite. Aujourd'hui, le temps de retour énergétique sur un panneau solaire installé en France est de l'ordre de 1 an, à peu près. Alors, on peut discuter de si c'est 1 an et demi, 2 ans ou 6 mois. Pour moi, c'est un peu du détail. L'ordre de grandeur est autour de l'année à comparer à la durée de vie du panneau qui est de l'ordre de 20 à 30 ans. Donc, clairement, le coût énergétique d'un panneau est rentabilisé sur sa durée de vie. Et puis à droite, je vous mets les données qui sont utilisées par le GIEC sur le bilan carbone en cycle de vie de différentes technologies utilisées pour produire de l'électricité. Et alors là, pareil, on peut discuter des barres d'erreur qu'il faudrait mettre sur ces valeurs. Il ne faut pas prendre ces valeurs comme des vérités absolues ou comme des grandeurs universelles, mais clairement, ce qui se détache, c'est que vous avez 2 catégories de technologies, et il y a une séparation très nette qui se fait ici entre des technologies qui sont capables de générer de l'électricité à bas carbone et les technologies qui génèrent de l'électricité avec un coût carbone important. Je continue sur la partie dynamique de la filière avec la capacité photovoltaïque installée. Donc là, ce que ça représente, c'est au cours du temps, combien de panneaux solaires sont installés. On calcule ça avec ce qu'on appelle la capacité installée, c'est-à-dire la puissance totale que les panneaux seraient capables de fournir s'ils marchaient tous en même temps à 100% de leur capacité. Ça, c'est ce qui s'appelle la puissance installée. Alors, je commence par commenter un petit peu ça. Vous voyez qu'il y a une croissance de la filière qui est réellement exponentielle. Si vous tracez en log et que vous faites passer une droite dedans, ça marche. Autrement dit, c'est une vraie exponentielle sur 20 ans, ce qui est quand même assez spectaculaire. Ce que vous voyez aussi, c'est qu'avant 2005, la quantité installée de photovoltaïque est très, très faible par rapport à ce qui se fait après. Autrement dit, quand on parle du photovoltaïque avant 2005, on est vraiment en train de parler de choses qui n'ont plus grand-chose à voir avec les technologies qui sont déployées en ce moment. Et puis, je reviens sur mon terme de capacité installée, parce que pour moi, ça fait partie des termes avec lesquels il faut être prudent. La production réelle du photovoltaïque, c'est pas la capacité installée, vous l'aurez compris, puisque la capacité installée, c'est ce que le machin est capable de fournir au mieux de sa forme, si tout se passe bien. Et donc, il faut tenir compte de ce qu'on appelle un facteur de charge, qui correspond à combien est-ce que l'installation est capable de produire en moyenne par rapport à ce qu'elle est capable de produire au mieux. Et typiquement, pour un panneau photovoltaïque, on l'a vu tout à l'heure, au mieux, elle reçoit 1000 watts par mètre carré. En moyenne, elle reçoit plutôt 150 watts par mètre carré. Vous avez un facteur de charge qui est typiquement de l'ordre de 15%. Simplement du fait que le soleil ne brille pas en permanence. Donc voilà, ça c'est un point d'attention sur lequel je voulais m'arrêter pour à nouveau insister sur le vocabulaire, parce que quand vous lisez des choses sur le photovoltaïque, ce vocabulaire il n'est pas toujours explicité, et donc je me suis dit que cette conférence était l'occasion de vous donner ces mots pour que vous puissiez mieux comprendre ce que vous lisez sur la question. Aujourd'hui, en 2018 en tout cas, c'est les derniers bilans que j'ai trouvés, en France, le photovoltaïque représente à peu près 2% de la production totale de l'électricité en moyenne sur l'année. Ça veut dire évidemment que des fois c'est beaucoup plus et puis que la nuit c'est 0. Mais donc en moyenne sur l'année on est à 2%. C'est à peu près la moyenne mondiale de production. Si vous regardez la production électrique totale dans le monde, le photovoltaïque c'est à peu près 2% de cette production au niveau mondial. Comment est-ce que ces productions se répartissent? Et là, ce qui me semble intéressant, alors j'avais prévu des animations, mais comme on m'a dit que ça marchait pas très bien, je les ai pas mises. Du coup, ça fait beaucoup de données à la fois. On va commencer à gauche, puis on va aller à droite. Si je commence par le graphe qui est ici, ça, c'est la quantité de panneaux photovoltaïques installés en 2018. Donc, vous voyez que le plus gros installateur de panneaux photovoltaïques, c'est la Chine, qui installe des panneaux chez elle. Vous
vous avez les États-Unis ensuite, l'Europe ici, dont une grande partie est constituée par l'Allemagne, et l'Inde qui est vraiment en train de devenir un des gros installateurs de panneaux photovoltaïques. Ça, c'est ce qui s'est passé entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018. Maintenant, si vous regardez ce qui s'est passé depuis le début de l'industrie photovoltaïque, c'est le camembert qui est au milieu ici et qui vous donne la puissance totale installée dans le pays. Et donc, vous voyez qu'aujourd'hui, c'est la Chine qui a le plus grand parc photovoltaïque au monde. L'Europe est deuxième, et en Europe, c'est l'Allemagne qui a la plus grande contribution. L'Inde est en train de gagner du terrain de plus en plus. Et les leaders principaux, sinon, restent les États-Unis et le Japon en termes de production photovoltaïque. Alors, comment est-ce que ces panneaux sont installés? Où est-ce qu'ils sont installés? Ça, c'est le graphe qui est ici. Vous voyez que vous avez en gros un peu moins de la moitié des panneaux qui sont installés sur des toits. Vous avez un peu plus que la moitié qui est installée sous forme de fermes solaires, c'est-à-dire sur des terrains directement au sol. Et vous avez les deux traits qui sont en haut ici, qui sont beaucoup plus petits, qui sont tout en haut en rose, le photovoltaïque installé sur des surfaces d'eau, ce qu'on appelle du floating photovoltaïque. Et vous avez en noir ce qu'on appelle le Building Integrated, le BIPV, c'est-à-dire typiquement des fenêtres photovoltaïques ou des tuiles photovoltaïques, bref, des choses qui sont faites avec une perspective un peu plus cosmétique d'intégration dans les bâtiments. Alors concrètement, les perspectives à l'avenir, c'est une augmentation importante de la partie floating qui est ici, mais en gardant une très large majorité sur les installations sous forme de fermes solaires et les installations sous forme de toiture. La graphe d'à côté, c'est le raccordement de ces installations. Vous voyez alors, ce qu'on appelle les installations centralisées, ce sont des grosses installations qui sont reliées directement, par exemple, au réseau de transport d'électricité. En marron clair, c'est des installations qui sont plus petites, mais qui sont également connectées au réseau. Et le trait bleu que vous ne voyez pas en haut ici, tellement il est petit, ce sont les installations qui sont déconnectées du réseau, c'est-à-dire qui sont indépendantes et qui marchent en circuit fermé. Donc, vous voyez que la quasi-intégralité des installations de panneaux photovoltaïques aujourd'hui sont rattachées au réseau électrique. Et donc, vous sentez bien que la question du réseau électrique va devenir cruciale. Je vais y venir, ça va être ma dernière partie, mais avant ça, j'ai un dernier slide sur les filières industrielles, parce qu'il me semble vraiment rigolo celui-là. Ça, c'est l'évolution au cours du temps de où est-ce que les panneaux sont produits. En bleu, c'est l'Europe. En orange foncé, c'est le Japon. En orange clair, c'est la Chine. En vert clair, c'est les États-Unis. Et en vert foncé, c'est le reste du monde. Alors, vous oubliez avant 2005, puisqu'on a dit avant 2005, en gros, il n'y a quasiment pas de panneaux installés. Donc, là-dessus, il peut y avoir des variations énormes. Il suffit qu'il y ait une usine en plus ou en moins et ça fait des variations gigantesques. À partir de 2005, vous commencez à avoir une filière qui est beaucoup plus développée et vous voyez qu'il se passe quelque chose de spectaculaire. C'est qu'en 2005, la production, c'est essentiellement le Japon, c'est surtout l'Europe et c'est un petit peu les États-Unis. Vous voyez que la Chine, ici, est encore très petit joueur. En l'espace de quelques années, entre 2005 et 2012, en gros, la Chine est devenue de très très loin le principal producteur de panneaux solaires. Donc là, vous voyez vraiment les choix qui ont été faits de laisser se développer l'industrie en Chine et on se bagarre aujourd'hui beaucoup en Europe pour essayer de réindustrialiser la filière au niveau européen et ça fait vraiment partie des missions de l'IPVF où je travaille. Alors, j'en viens du coup à la partie perspective à venir sur les défis de recherche et d'industrie. Et je vais vous présenter trois grands axes en un slide chacun. J'aurai fini dans 3 minutes à peu près. La première idée, c'est de se dire si on veut continuer à développer du photovoltaïque et à garder le taux de croissance qui est le nôtre actuellement, alors il faut adapter, il faut continuer de consolider les filières industrielles. Il faut peut-être réfléchir à changer les technologies de production des cellules. Il y a une perspective qui est intéressante, qui est de se dire, aujourd'hui, quand on fait des cellules solaires, on fait du pavage. On fait des cellules qui ont la taille, là, d'une galette de silicium, et on vient paver avec ces cellules juxtaposées les unes par rapport aux autres.
Est-ce qu'il n'y aura pas quelque chose à gagner en efficacité de process en allant vers des choses qui sont directement du revêtement, que ce soit sur une technologie de type roll-to-roll, comme ce qui est représenté ici, ou sur des technologies carrément de pulvérisation sur des surfaces. Donc, il y a des choses à chercher du côté des procédés qui peuvent permettre de déployer des technologies à très grande vitesse. Et évidemment, avec la question des procédés, il vient la question des matériaux qui sont compatibles avec ces procédés. Il y a aussi vraiment l'idée d'inclure dès la conception et dès le début, dès la réalisation des panneaux solaires, la fin de vie des panneaux solaires. Je vous ai dit qu'un panneau solaire, ça avait une durée de vie de 20 à 30 ans. Je vous ai dit qu'on a commencé à en installer massivement en 2005. Ça veut dire qu'on va avoir de plus en plus de panneaux solaires en fin de vie à traiter. Aujourd'hui, un panneau solaire, ça se recycle très très bien en masse. C'est-à-dire que si vous prenez un panneau solaire, l'essentiel de la masse, c'est le verre qui sert à l'encapsuler, c'est le cadre en aluminium qui sert à le tenir. Tout ça, on sait très bien le récupérer. On sait récupérer, on pourrait récupérer une partie du métal. On ne le fait pas beaucoup à l'heure actuelle. La question de récupérer le silicium en lui-même est aussi une question qui se pose. Et tout ça sont des choses qui peuvent se réfléchir à nouveau dès la conception des cellules. Le message pour moi au niveau du recyclage, c'est aujourd'hui, les filières sont en train de se développer parce que les quantités à recycler, il n'y a pas d'impossibilité fondamentale au recyclage du photovoltaïque, mais il s'agit de le concevoir, de l'implémenter et de développer les filières industrielles qui permettront de le faire. Deuxième chose, comme perspective, on se rapproche de cette limite des 30% de rendement qui caractérise les architectures simples. Je vous rappelle que les panneaux aujourd'hui sont à 20-22% de rendement. Les meilleures cellules sur ces architectures, les meilleures cellules silicium, par exemple, sont à 27% de rendement. Ça veut dire qu'on n'est plus très loin de la limite. Et donc, si on veut continuer à gagner en rendement, ce qui est une façon de réduire le coût du photovoltaïque, alors il faut aller chercher d'autres façons de convertir l'énergie. Il y a plusieurs façons de faire les choses. Une des façons les plus proches, sans doute, d'advenir, c'est de jouer sur l'architecture des cellules et de jouer, par exemple, sur ce qui s'appelle une cellule tandem, ce que je vous présente ici. Vous avez deux cellules juxtaposées l'une sur l'autre. La première a un grand gap, elle est ici, donc elle absorbe la lumière de haute énergie dont elle bénéficie parce qu'elle a un grand gap. Elle laisse passer la lumière de basse énergie qui normalement serait gâchée, mais plutôt que de la gâcher, on envoie cette lumière de basse énergie sur un deuxième matériau qui a un plus petit gap et qui lui est capable de faire quelque chose avec cette lumière de basse énergie. En faisant ça, évidemment, on multiplie les difficultés techniques, mais on optimise en tirant le meilleur parti des deux cellules, si tout se passe bien. Et donc, on passe d'une limite de 40 à une limite de 30 à une limite de 40% de rendement. Donc, c'est mieux. Et la question, c'est de réussir à faire ça de manière solide, reproductible, stable. Bref, il se pose derrière ça toute la question de l'optimisation et de l'industrialisation de ce genre de dispositif. Et puis la troisième chose, je l'ai évoqué à plusieurs reprises au cours de la conférence, c'est la question du réseau. Le réseau, pour moi, mérite vraiment une conférence à part entière, et donc je vais très très peu en parler. Je veux simplement insister sur une idée qui me semble très importante. Quand on parle de réseau électrique, il ne s'agit pas de dire que, en moyenne, sur une journée ou sur une année, on a produit autant d'énergie que ce qu'on a consommé. Ça, c'est une condition évidemment nécessaire, mais c'est très 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 loin d'être suffisant. Pour qu'un réseau électrique tienne, on a besoin de produire à chaque instant autant que ce qu'on consomme à chaque instant. Et ça, c'est très difficile. Il y a des choses à faire sans doute du côté du photovoltaïque pour faciliter les choses. Une des perspectives, c'est de réfléchir à des stratégies énergétiques multivectorielles, c'est-à-dire pas seulement du photovoltaïque simple, mais par exemple du couplage entre du solaire et du stockage chimique direct, soit en passant par du photovoltaïque pour alimenter un électrolyseur, soit en utilisant la lumière du soleil et le savoir-faire qu'on a de la gestion de la lumière du soleil pour faire de la photocatalyse, soit convertir la lumière du soleil en énergie thermique, c'est l'enjeu des centrales thermiques que j'ai évoqué un petit peu plus tôt. Bref, utiliser la lumière du soleil sous de multiples formes pour essayer de faciliter sa gestion en termes temporels. L'autre aspect, évidemment, c'est de travailler sur le réseau en lui-même, l'adaptation de la production à la consommation, mais aussi de la consommation à la production. Il me semble très, très important ici de rappeler à nouveau l'idée qu'il ne suffit pas de réduire la consommation pour
satisfaire l'équilibre du réseau. Réduire la consommation, la sobriété énergétique, c'est quelque chose qui est indispensable, évidemment, mais ce n'est pas suffisant pour rendre un réseau stable. Première idée. Deuxième idée, au taux de pénétration actuel de l'ordre de 2% en moyenne, le photovoltaïque ne pose pas de problème d'intégration. Nos réseaux actuels sont capables de gérer le photovoltaïque sans problème. Mais évidemment, la question, c'est qu'est-ce qui se passe quand on met de plus en plus de photovoltaïque? Et c'est ce qui est en train de se passer. À l'heure actuelle, à ma connaissance, il n'y a pas de preuve formelle de démonstration d'un réseau électrique capable de gérer sur une année des très très forts taux de pénétration de sources intermittentes. Ça ne veut pas dire que c'est strictement impossible, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de solution clé en main toute trouvée et que de toute façon, le coût d'adaptation du réseau électrique doit être estimé, doit être inclus dans les réflexions qu'on mène sur la transition énergétique. Donc voilà, pour moi, vraiment, sur cette question du réseau, sur laquelle je ne rentre pas ici dans le détail, c'est un pendant de la question du photovoltaïque qu'il faut absolument traiter et qui doit être dans les réflexions. Et en particulier, si on veut, et je pense qu'il faut le souhaiter, un développement du photovoltaïque important au niveau mondial. Alors voilà, qu'est-ce que je vous ai raconté sur un peu plus que les 30 dernières minutes? Les ordres de grandeur, et surtout en insistant sur le fait que ces ordres de grandeur, il faut que vous les manipuliez en ayant conscience des quantités dont vous parlez. Est-ce que vous êtes en train de parler d'un panneau qui sort de l'usine? Est-ce que vous parlez d'un panneau qui est installé quelque part? Est-ce que vous parlez d'un panneau sur l'ensemble de son cycle de vie? Est-ce qu'on tient compte de ce que ça coûte d'adapter le réseau ou pas? La deuxième idée, c'est que la filière photovoltaïque est quelque chose qui bouge très vite. Et donc, si vous vous appuyez sur des données qui ont plus de 5 ans, en gros, vous n'êtes plus à jour. Et malheureusement, on voit beaucoup de prises de position et beaucoup de grandes déclarations qui s'appuient sur des données qui ne sont plus pertinentes pour décrire la filière. Et puis, il y a des défis à relever, évidemment. Il ne s'agit pas de dire que tout est gagné et qu'il n'y a plus qu'à faire. Mais je ne pense pas que ces défis en eux-mêmes doivent être bloquants. Il s'agit simplement d'avancer en ayant bien conscience qu'il faut préparer ces choses à l'avance pour ne pas qu'elles deviennent bloquantes à l'avenir. Voilà ce que moi j'avais envie de vous raconter sur ces questions. Du coup, je vous propose de passer à la partie davantage d'échange. J'ai pas du tout vu le chat pendant la partie discussion, donc voilà. J'ai noté toutes les questions, donc je te les repasserai si tu veux bien. Ouais, super. Merci beaucoup pour la présentation. On a plein de questions. Ça a soulevé beaucoup d'intérêt. Est-ce que peut-être pour commencer, que moi je m'y retrouve dans mes questions, est-ce que tu peux commencer par répondre à une question de François qui demandait sur l'explication de la barre des 30% de rendement? Ouais, c'était quoi la question? Juste en gros, pourquoi est-ce qu'il y a cette barre de 30% de rendement? Ok, est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Alors, à nouveau, pour les non-physiciens, bouchez-vous les oreilles. Hop. Donc, c'est ce slide-là. Le principe vraiment est le suivant. Tu absorbes une... Pardon? Ok. Tu absorbes uniquement les photons qui ont plus d'énergie que le gap. Donc, tu vas avoir un gap petit pour essayer d'absorber tous les photons. Le gap, c'est cette grandeur-là, hein, c'est ce qui est ici. Quand tu absorbes un photon, tu génères un électron qui se retrouve ici, dans la bande de conduction. Cet électron, tu vas le faire travailler. Pour le faire travailler, tu le prends, tu l'envoies dans un circuit électrique et tu le ramènes dans la bande de valence, là où tu l'avais pris au départ. Autrement dit, l'énergie que cet électron est capable de te donner, c'est l'énergie du gap. Plus cet espace ici est grand, imagine que je sépare les deux zones là, si je les sépare davantage, tu vois que l'électron, en gros, va tomber plus haut, donc il va me donner plus d'énergie. Donc j'ai envie d'avoir un grand gap, comme ça chaque électron va me donner beaucoup d'énergie. Et donc il y a cette espèce de contradiction. Il me faut un petit gap pour avoir plein d'électrons, mais il me faut un grand gap pour que chaque électron me donne beaucoup d'énergie. C'est l'équilibre entre ces deux envies contradictoires qui va, au bout du compte, donner la limite de 30%. Ça répond à la question? Ça a l'air. Bon.
Merci. Euh, Charlotte, on va peut-être commencer par, je vais passer toutes les questions qui ont été faites au fur et à mesure. Il y en a déjà pas mal, mais effectivement, oui, on pourra, en prendre en plus et je pense qu'il y en aura plusieurs sur les aspects matériaux. Et entendu, j'ai bien vu la question sur le stockage. Alors, on va les prendre dans l'ordre, c'est quand même probablement le plus facile. Il y a une question sur l'approvisionnement en silicium. Est-ce que tu saurais nous répondre pour nous dire comment on s'approvisionne en silicium à l'heure actuelle? Alors, j'ai pas le détail fin sur l'approvisionnement en silicium. J'ai quelques éléments un peu génériques que je peux vous donner. Euh, le premier élément, il est d'abord que le silicium, ça fait partie des éléments les plus abondants dans la croûte terrestre, ce qui est une bonne nouvelle. Ça va être le troisième élément le plus présent de la croûte terrestre. Bref, en gros, la Terre, c'est une grosse boule de silicium, quoi. Le deuxième élément, c'est le silicium dont on parle là n'est pas en compétition avec le sable de rivière. Donc, ce n'est pas en compétition avec le béton, par exemple. Ce qui est intéressant pour le sable en particulier, c'est la texturation de surface. Quand on fait du photovoltaïque, on s'en fiche complètement. La matière première dont on part pour faire un panneau photovoltaïque, c'est de la quartzite. C'est davantage vraiment des chunks de minerais qu'on va ensuite purifier. Je regarde, normalement, j'ai un morceau de silicium qui traîne quelque part pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je ne sais pas exactement où est-ce qu'il est, tant pis. Donc, on part vraiment au départ de minerais et pas du tout de sable pour faire du photovoltaïque. Le troisième élément, c'est que le photovoltaïque, historiquement, c'est construit en utilisant les restes du silicium utilisé pour l'électronique. Quand on parle de Silicon Valley, la Silicon Valley, c'est le silicium et pas la silicone. L'électronique repose sur le silicium et pendant longtemps, le photovoltaïque utilisait ce que l'industrie électronique n'utilisait pas. Et puis, il y a eu un moment où ça n'a plus été suffisant. Et ça, c'est ce qui s'est passé ici. Vous voyez, c'est qu'on continue de produire de plus en plus de panneaux photovoltaïques et pourtant, le prix ne descend pas, voire il a plutôt tendance à monter. Ce qui s'est passé ici, c'est qu'on arrivait en compétition pour le silicium, et donc le prix du silicium a flambé en 2000. Et donc, ça s'est traduit par une augmentation significative du prix du photovoltaïque. Ce qui s'est passé ensuite là, c'est qu'il a commencé à y avoir une filière de silicium propre qui s'est créée, propre, dédiée au photovoltaïque. Aujourd'hui, l'approvisionnement en photovoltaïque n'est plus l'approvisionnement du silicium pour le photovoltaïque n'est plus la partie limitante. Et au contraire, c'est vraiment la transition sur un approvisionnement stable, adapté et pas cher qui a permis ici cette réduction significative des coûts. Voilà. Ok, du coup, question suivante. Alors, on a pas mal de questions un peu techniques. Ouais, juste, vas-y. excuse-moi une seconde parce que je peux répondre dans la même phrase à Guillaume. Oui, transformer le silicium, ça coûte cher. Le silicium, quand on parle de la quartzite, après ça, il faut le purifier pour en faire du silicium très, 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 très pur. Ça coûte de l'énergie. Donc, tout ça, c'est inclus dans le coût de retour énergétique que j'ai évoqué dans la conférence. Tout le coût de purification du silicium, il est calculé quand je dis que le panneau photovoltaïque produit autant d'énergie que ce qu'il a coûté à lui-même être produit en l'espace d'une année. Voilà. Ça rejoint une question qu'a posée Rémi, enfin, qui est en deux parties, mais en tout cas la première partie, sur est-ce que la production des outils qui produisent l'énergie photovoltaïque, donc la production des panneaux solaires, n'a pas elle-même un coût écologique très fort par rapport à d'autres énergies, et notamment l'extraction du silicium qui serait polluante. Est-ce que tu as des billes là-dessus? Alors, dans ma compréhension des chiffres que je vous ai présentés, je vais vous les remettre. Ça, c'est le coût économique, ça, c'est le coût écologique. Le coût ici, quand on fait l'analyse du temps de retour énergétique, on prend ce que ça coûte à minima, assurément, de produire le panneau en lui-même. Et ce qu'on a pris là-dedans, le coût énergétique d'extraction du minerai, je ne suis pas certain, mais à mon avis, le coût d'extraction du minerai est beaucoup plus faible énergétiquement que le coût de raffinage.
du minerai parce qu'on a besoin de passer à du silicium extrêmement pur et que ça, c'est très gourmand énergétiquement. Donc, à mon avis, c'est ça la partie importante du coût énergétique du panneau. Et si ce truc-là représente moins de 1%, enfin moins de 1 an de durée de vie, de durée de production du panneau, alors je pense que le reste doit être significativement moins. Je crois qu'on était surtout sur des questions de coût écologique, de pollution. Alors, la question là-dessus peut être qu'est-ce qu'on utilise comme procédé dans la réalisation du silicium. Alors, la partie gaz à effet de serre était sur le slide que je vous ai montré. Est-ce que ces éléments-là peuvent répondre un peu davantage? Je crois que c'était vraiment sur la partie extraction du silicium même, en fait, que portait la question. Ok. Si tu n'as pas. J'ai pas plus de vie que ça là-dessus. À mon avis, je suis pas particulièrement inquiet sur l'extraction du silicium. À mon avis, c'est pas là que se situeraient les risques importants en termes d'impact écologique. Entendu. Question technique de Charlotte. Est-ce qu'il existe des couches minces sans indium? Oui, bien sûr. Les couches minces représentent toute une catégorie de cellules solaires, mais dans cette catégorie, il y en a plein. Donc, dans les couches minces traditionnelles, il y a des couches, donc, il y a des couches minces qui utilisent de l'indium, en particulier ce qu'on appelle le CIGS. Vous avez le cadmium de tellure qui n'utilise pas du tout d'indium, parce que ça utilise du cadmium et du tellure, principalement. On peut discuter éventuellement de s'il y a un peu d'indium dans d'autres couches de la cellule, mais ce sera très, très faible. Vous avez une technologie de couche mince qui est vraiment en train de pousser très, très fort, là. C'est la courbe que vous voyez rouge, enfin, jaune entouré de rouge, qui est ici, là. Vous voyez qui est en train de croître à toute vitesse. Ça s'appelle les perovskites. Dans une perovskite, il n'y a pas d'indium non plus. Vous avez les cellules qui sont aussi des couches minces, qui sont très très hauts, qui sont les triangles blancs ouverts. C'est de l'arséniure de gallium. Il n'y a pas d'indium non plus. Bon, alors il y a du gallium. Mais oui, il y a plein de couches minces qui n'utilisent pas d'indium. Si je peux juste te demander d'être un tout petit peu plus concis dans tes réponses, on a pas mal de questions Okay, à utiliser. Toujours une question de Rémi. Lui, il dit qu'il est dans un pays où il fait en moyenne 40 degrés la journée et donc est plutôt ensoleillé. Est-ce que ça pourrait être une solution pour eux, le photovoltaïque? Mais avec toujours cette question de est-ce que c'est réellement écologique? Et moi, j'ai un peu envie de rajouter, est-ce que s'il fait 40 et plus en moyenne, c'est bon pour les panneaux? Alors, un panneau photovoltaïque marche effectivement un peu moins bien en moyenne avec la température, ce qu'on appelle c'est le coefficient de température. La dégradation reste faible, on est de l'ordre de grandeur de tête, je dirais que c'est de l'ordre de 1% par degré de réchauffement, 1% de puissance relative. Donc, bien sûr qu'un panneau solaire marche même quand il fait chaud, même quand il y a canicule, les panneaux solaires marchent. Ils marchent éventuellement un tout petit peu moins bien qu'en temps normal, mais c'est pas catastrophique du tout. Sur l'aspect écologique, vraiment la question, je crois que ce sur quoi il faut être clair, c'est qu'aujourd'hui, l'aspect écologique du panneau à lui tout seul, il est bon. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ce panneau, dans quel réseau est-ce qu'on l'installe, qu'est-ce qu'il y a autour. Et ça, c'est très, très dépendant de où est-ce qu'on l'installe. Donc, et de comment est-ce qu'on l'installe. Donc, je ne peux pas répondre là comme ça à la question. Mais en moyenne, si vous avez le choix entre des sources d'énergie carbonée ou du photovoltaïque, le photovoltaïque est une bonne idée. Voilà. Ok, c'est bon, je suis revenue en ligne, ça laguait par chez moi. Il y avait une question de Franck, mais que j'ai pas entièrement compris. Donc, Franck, si tu es encore là, tu peux peut-être la préciser si je la dis pas bien. Il y avait un peu la question de est-ce que cette course au solaire photovoltaïque, elle est subventionnée par les États ou pas? On entend beaucoup dire que la Chine subventionne le solaire photovoltaïque. Qu'est-ce qu'il en est dans les faits? Je suis pas économiste, donc je me lancerai peu dans ces questions. Déjà, j'ai essayé de vous expliquer les chiffres économiques que je vous ai montrés comme je les comprends. De ma compréhension, les chiffres que je vous ai donnés là sont des chiffres non subventionnés. C'est vraiment ce que ça coûte. Après, pour passer de ces chiffres à comment ça marche pour l'industrie, qu'est-ce que ça coûte réellement le photovoltaïque aux gens,
Il y a la question des subventions qui se pose de manière importante. Juridique, tout ça, de comment au niveau de la science et de... Donc, à ma connaissance, oui, le photovoltaïque a été largement subventionné. Je ne sais pas à quel point est-ce qu'il l'est encore aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est une mauvaise chose en soi ou pas. Je pense que toutes les sources d'énergie ont été subventionnées à un moment ou à un autre de manière importante. Et les chiffres que je vous ai donnés là, à ma connaissance et dans ma compréhension, ne tiennent pas compte de subventions. Ok, merci. Alors, pour la suite, Guillaume demandait qui disait que tu ne prenais la fin de vie des panneaux photovoltaïques. Est-ce que c'était parce que c'était marginal? Est-ce que je ne prenais pas quoi, excuse-moi? Que tu ne parlais pas du coût de gestion de la fin de vie des panneaux dans ton coût. Tout à fait. Je ne l'ai pas inclus, je l'ai évoqué dans les perspectives. Aujourd'hui, un panneau, je sais qu'il y a un lien sur le PV cycle qui a été donné plus haut. Aujourd'hui, un panneau, on sait récupérer l'essentiel de sa masse, c'est-à-dire le verre, l'aluminium, une partie des encapsulants, peut-être. On récupère très peu de la cellule pour en faire des cellules, c'est-à-dire qu'on fait du downcycling, on transforme la cellule en elle-même en autre chose. J'ai pas les données économiques sur le recyclage en lui-même. Donc, c'est pas inclus dans les calculs que je donnais là, c'est à rajouter avec ce que ça coûte et éventuellement ce que ça rapporte aussi. Et question sur les coûts réels de l'énergie, c'est-à-dire quand tu prends en compte l'adaptation réseau, le stockage, la pollution, etc. Est-ce qu'on a des études sur ça? Parce que le LCOE a quand même pas mal de limites, quoi. Absolument. Alors, à nouveau, je ne suis pas économiste. Ce que j'ai lu de plus clair là-dessus, c'est les textes de Jacques Percebois, que je vous recommande, qui est un économiste spécialisé dans l'énergie. L'ordre de grandeur que j'ai en tête, c'est l'électricité que vous payez sur votre facture EDF, c'est en gros un tiers le coût de la production de l'énergie, un tiers le coût du réseau, un tiers le coût des taxes, grosso modo. Savoir comment ça va évoluer, si on change les réseaux, si on écoute ce que dit RTE qui dit qu'il serait temps de prévoir l'évolution du réseau et en particulier ce que ça va coûter au réseau et au réseau de distribution d'intégrer davantage de sources intermittentes. Comment est-ce que tout ça va se répercuter là-dessus? Je ne sais pas le dire exactement. Je pense que personne ne sait le dire avec certitude. Il y a des estimations. Alors, j'ai une question de Stéphane assez précise par rapport à la slide 18, le graphe de gauche. Quid de l'énergie grise, me dit-on? Alors. Slide 18, graphe de gauche. Ben, précisément, c'est l'énergie grise. Ce qui est là-dedans, c'est le coût que ça a coûté de produire l'énergie, de produire les panneaux. Donc, c'est le fait d'avoir fait fonctionner des creusets pour faire fondre le silicium, c'est le fait de l'avoir purifié, c'est le fait de l'avoir transformé, c'est le fait de l'avoir coupé. C'est toute l'énergie grise du panneau. Combien de temps est-ce qu'il faut pour que le panneau produise plus d'énergie que son énergie grise? Ok. Question l'argent, c'est rare, mais on en utilise de moins en moins. On sait aussi faire avec du cuivre. Ah. Voilà, excuse-moi. Tu prends des questions on the fly comme ça, très bien. Il y a une question sur la perte en ligne dans les réseaux. Est-ce qu'elle est prise en compte dans le facteur de charge? Non. Là, on est vraiment sur le coût, le ratio entre ce que le panneau serait capable de produire en théorie au mieux et ce qu'il produit réellement. Après, ce qu'il advient de cette énergie, c'est pas pris en compte. Et du coup, dans une perspective justement réseau, est-ce que les pertes, elles dépendent du type d'installation? Typiquement, si on a des grosses centrales qui vont exporter ou si on a une production autoconsommée, on va avoir une vraie différence de Oui, mais à ma connaissance, c'est pas des choses qui sont évidentes à calculer. C'est-à-dire que d'un côté, si on a des grosses installations centralisées reliées au réseau de transport, certes, ça va être sur des distances beaucoup plus importantes, mais ça va être fait sur un réseau qui a des pertes plus faibles. L'intérêt du réseau de transport à très haute tension, c'est qu'il a des pertes très limitées. Alors que si on met des choses sur des réseaux de distribution, potentiellement, on va faire parcourir l'électricité des distances avec davantage de pertes, mais en même temps, avec des installations décentralisées, on est potentiellement plus proche de la consommation, et donc sur des distances globales plus courtes,
Moi, j'ai lu un peu des choses dans les deux sens et je n'ai pas d'opinion claire aujourd'hui sur est-ce que la mise en place d'un réseau davantage décentralisé augmente ou diminue les pertes en ligne. Ok. Tout ce que j'en ai lu, ça va plutôt vers le fait de diminuer, mais je ne suis pas certain de ça. Ok. On a deux questions ensuite sur deux technologies émergentes. Une d'Antoine qui te demande quelle est ta vision du solaire flottant à 5 et 10 ans et voire à plus long terme. Et une de Cyril qui demandait si tes slides intégraient la technologie Careflex. En l'occurrence, non, mais est-ce que tu pourrais en dire 3 mots? Alors, le flottant, alors, je suis vraiment pas expert, moi, du flottant. J'ai vu une présentation là-dessus à l'IPVF, qui était très bien devant. Le flottant a un certain nombre d'avantages en termes d'occupation de surface, avec un impact environnemental qui est, à mon avis, de ce que j'ai pu en lire, vraiment faible. Avec le fait de maintenir les panneaux à des températures plus basses, donc d'avoir tendance à gagner un tout petit peu sur des points de rendement, même si c'est pas forcément très très important. Il a aussi des difficultés spécifiques en termes, par exemple, de salissure des panneaux, mais il y a de l'eau juste à côté pour les nettoyer. Bref, l'un dans l'autre, ce que dit la feuille de route technologique du photovoltaïque, que je cite, la référence ITRPV, c'est que le floating va avoir tendance à se développer et à se développer sensiblement dans les années à venir. Alors, je peux essayer de trouver des chiffres un tout petit peu plus précis là-dessus. Aujourd'hui, le floating, c'est de l'ordre de quelques pourcents. Les perspectives, c'est que d'ici une dizaine d'années, ça atteigne de l'ordre de 10% des parts de marché, en gros. Pour ce qui est de la question de Cyril, je ne sais pas exactement de quelle techno il parle. Je ne sais pas ce que c'est que la technologie Careflex. C'est les technologies de découpe qui permettent de ne pas avoir le frais de scie là. Oui. Donc, une des difficultés quand on fait du photovoltaïque, du silicium, c'est de réussir à passer d'un lingot de silicium à des galettes de silicium. C'est ce qui est représenté ici. Vous faites un lingot comme ça, et puis à la fin, vous voulez des galettes comme ça. Pour ça, il faut les découper. Et ça, c'est pas facile parce que votre galette, elle est à peine plus épaisse que le trait de scie que vous utilisez pour la découper. Autrement dit, il y a beaucoup de pertes. Les chiffres que j'ai utilisés là n'incluent pas de choses révolutionnaires sur la technologie de découpe des wafers. C'est les technologies standards conventionnelles que j'ai présentées. Ok, mais je pense que tu auras du coup des questions de Cyril sur ça. On a une question sur la question de ce problème d'intégration des ENR au réseau. Et est-ce que ça remet en cause les scénarios type Négawatt et ADEME? Ça mérite pour moi vraiment une discussion à part entière, la question d'intégration des énergies dans le réseau. Moi, je n'ai pas lu à l'heure actuelle un scénario convaincant sur la faisabilité de l'intégration de sources intermittentes. J'ai regardé en détail le scénario Négawatt qui, sur ce point-là, me semble poser beaucoup plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Donc, à nouveau, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui est faisable. Ça ne veut pas dire que c'est un obstacle absolument indépassable qui fait que ça ne vaut même pas le coup de se rapprocher pour regarder. Il y a une dimension, moi, qui me semble vraiment intéressante dans ces questions, qui est de se dire, quand on réfléchit à l'équilibrage du réseau, on pense beaucoup à mettre du stockage pour compenser les variations de production. Quand on fait ça, ce qu'on dit, en gros, c'est on veut garder toute la consommation pareille, toutes nos habitudes de consommation pareilles, et on veut adapter le mode de production pour qu'il colle avec ce qu'on a besoin comme consommation. Et donc, pour ça, il faut du stockage. Et le stockage, ça a un coût qui, à mon avis, est très important si on veut le faire comme ça. Il me semble qu'il y a quelque chose à réfléchir sur le fait d'adapter davantage la consommation à la production. Et donc, de décider de ne pas avoir le même service que ce qu'on a aujourd'hui avec l'électricité. Alors, ça me permet de rebondir justement sur la question suivante de François, qui était l'idée de est-ce qu'on pourrait peut-être répondre aux besoins d'électricité supplémentaire liés à la clim l'été par une plus grande implantation de panneaux photovoltaïques qui seraient dédiés à cette clim? Moi, je suis assez convaincu qu'il y a beaucoup de choses à chercher dans cette direction-là, en se disant, par exemple, j'ai des applications que j'accepte de ne pas piloter.
j'accepte que ma clim ne se mette pas en route quand je veux, mais qu'elle se mette en route quand il y a du soleil. Donc, il fera froid chez moi en fin de journée parce que la clim aura marché tout le temps. Et puis, ça va se réchauffer un petit peu pendant la nuit. Et du coup, je ne fais pas peser au réseau le coût de l'intermittence de mon panneau photovoltaïque. Je l'accepte, moi, sur l'usage que je décide d'en faire. Le pendant de cette perspective-là, c'est aussi c'est de se dire le réseau est aussi ce qui permet de mutualiser et la production et la consommation, et que la mutualisation est pour moi une direction qui est importante parce que plus on mutualise et moins on a besoin de surdimensionner les postes de production et les postes de consommation. Donc il y a vraiment quelque chose à imaginer qui est assez large sur cette question-là. Il y a des gens qui réfléchissent à ça. RTE travaille là-dessus de manière intéressante. J'ai pas lu dans les scénarios d'évolution 100% renouvelable de choses qui englobent l'intégralité de ces réflexions. Ok, il y a plusieurs questions sur d'autres types de technologies, à la fois les toitures solaires et le PV dans l'espace. Qu'est-ce que tu en penses? Et ça m'amènera sur d'autres questions sur les coûts de maintenance. Le PV dans l'espace, c'est rigolo parce que c'est vraiment l'histoire du PV. Historiquement, le photovoltaïque s'est développé pour les applications spatiales. Et aujourd'hui encore, évidemment, ça reste un moyen de production de choix dans l'espace, puisqu'il n'y a pas de nuages. On sait quand est-ce qu'on va produire. Bref, ça se passe bien. Donc oui, le PV dans l'espace, c'est intéressant, c'est utilisé. Voilà en gros ce que j'ai à en dire. L'autre question techno, c'était… sur les toitures solaires. Les toitures solaires. Alors, ça dépend ce qu'on appelle une toiture solaire. Si c'est des tuiles solaires, il y a un intérêt esthétique. Par contre, ça réduit énormément l'intérêt énergétique. Et pour moi, ces applications-là sont pas en mesure de répondre aux défis énergétiques qui sont les nôtres. Si c'est la question de transformer des toits en panneaux solaires, alors la question est un peu différente. Vous avez vu qu'à l'heure actuelle, les surfaces de toit sont de l'ordre de 30 à 40% des surfaces utilisées pour déployer des panneaux. Et donc, oui, il y a tout à fait des choses à faire en utilisant ces surfaces-là. Une autre question sur notamment les nouveaux concepts, mais pas uniquement. Est-ce qu'il n'y a pas une limite technologique au-delà de laquelle les coûts de maintenance vont devenir trop élevés? Si plus la technologie est compliquée, potentiellement plus le risque de panne est élevé. Et du coup, est-ce que ce coût-là de maintenance et de réparation ne va pas devenir prohibitif? À ma connaissance, l'essentiel du coût de maintenance et d'opération, c'est l'entretien des panneaux pour s'assurer que les verres restent transparents, parce qu'un panneau capte beaucoup moins bien la lumière quand il est couvert de merde d'oiseaux. C'est pas de faire des opérations dans la cellule pour aller repousser un petit peu le phosphore ou remettre le bord à sa place. Donc de ce point de vue-là, la complexité de l'architecture de la cellule ne changera pas le coût de la maintenance, à condition évidemment que le panneau garde la même durée de vie. C'est un des enjeux, par exemple, sur les perovskites aujourd'hui, cette technologie qui est en train de monter très très vite et qui est pressentie pour être mis en binôme avec les cellules silicium pour faire des doubles cellules tandem. Aujourd'hui, les perovskites ont une durée de vie qui est beaucoup trop courte pour qu'on puisse les développer aussi largement que ce qu'on a fait avec le silicium. Ce qui revient à inclure là-dedans effectivement un coût de renouvellement de l'installation qui serait trop important. Alors justement sur ça, je prends au vol une question. Leur demande pourquoi est-ce que les panneaux sont réformés au bout de 20 à 30 ans alors qu'ils n'ont perdu que 3% de rentabilité, enfin d'efficacité. Alors, ils ne sont pas nécessairement réformés. Hein. Typiquement, c'est la durée au bout de laquelle ils ne sont plus garantis. Ça peut aussi être la durée au bout de laquelle il devient économiquement rentable d'acheter un nouveau panneau. Parce que le nouveau panneau coûte beaucoup moins cher que l'ancien. Vous avez acheté l'ancien il y a 20 ans, donc à l'époque c'était cher, aujourd'hui c'est plus cher. Et votre nouveau panneau marchera beaucoup mieux que l'ancien parce qu'il commence avec un rendement qui est beaucoup plus élevé. Donc c'est des calculs qui se font et qui sont évidemment menés à l'heure actuelle sous l'angle purement économique, de se dire qu'est-ce qui coûte le plus cher entre continuer d'utiliser un panneau que j'ai déjà payé, mais qui marche pas très bien, parce qu'il s'est dégradé et puis parce qu'il partait de moins haut que ce qui se vend aujourd'hui, ou acheter un nouveau panneau. Évidemment, ce qu'on voudrait, dans une perspective de transition énergétique, c'est que la question ne soit pas juste draguée par l'économie,
mais soit drivé par des enjeux de production d'énergie et de production d'énergie avec un impact environnemental minimisé. Ok. On a réussi à tenir jusque-là sans en parler, mais évidemment se pose la question de stockage. Et je l'ai évoqué. Oui, non, c'est vrai, on l'a effleuré, mais il y a à la fois des questions qui disent, bah, du coup, là, enfin, la problématique, en fait, c'est surtout que le stockage n'est pas au point. Et est-ce qu'on pourrait pas imaginer des fermes de batteries, comme il y a des fermes de production de solaire photovoltaïque, avec la question subséquente qui est, qu'en est-il de la surface de terrain mobilisée si on fait grandir la filière et si on envisage effectivement d'avoir d'immenses batteries pour stocker tout ça? Je suis pas spécialisé dans les batteries, donc ce que je vais vous raconter est sur la base de ce que j'ai compris du domaine et en particulier des interventions de Jean-Marie Tarascon qui parlait au Collège de France il n'y a pas très longtemps. Donc à vérifier évidemment tout ça avec des gens qui sont spécialisés du domaine. À ma connaissance, aujourd'hui, même avec l'évolution des batteries chimiques, la perspective de se dire on va développer suffisamment de batteries pour pouvoir tout stocker et pouvoir équilibrer le réseau rien qu'avec les batteries est quelque chose qui n'est pas crédible sur le plan économique d'abord, qu'il faut pas juste simplement évacuer. On a besoin d'avoir une énergie qui est abordable pour tout le monde. Il y a déjà suffisamment de gens qui sont en situation de précarité énergétique aujourd'hui. Et je ne suis pas sûr que ce soit faisable sur le plan matériaux ensuite. Donc, je ne crois pas à la solution de on va mettre des batteries partout et on va absorber toute l'intermittence comme ça. En revanche, que les batteries puissent être utilisées pour gérer une partie de l'intermittence, oui, bien sûr. Que ce soit une filière qui évolue très très vite, oui, assurément. Mais à nouveau, pour moi, on en revient à l'idée de se dire il ne faut pas forcément chercher à caler à juguler l'intermittence pour pouvoir retrouver exactement l'usage qu'on a aujourd'hui. Il faut aussi réfléchir à comment est-ce qu'on change nos usages. Et dans l'autre sens, ce ne sera pas suffisant de changer nos usages. Il faut aussi assurer que techniquement, on ait les capacités suffisantes de gestion de l'intermittence. C'est les deux directions à la fois. Sur ces questions de stockage, il n'y a pas que le stockage batterie. Est-ce qu'on a d'autres pistes pour stocker l'électricité issue du photovoltaïque? On peut rentrer dans le détail de toutes les technologies de stockage diverses et variées. Aujourd'hui, nos plus grosses batteries en France, elles s'appellent les STEP. Ça consiste à mettre de l'eau en hauteur quand on a de l'électricité en trop et à faire descendre l'eau pour récupérer l'électricité quand on a besoin de jus. Ça marche très très bien, ça a une capacité qui est limitée. Donc aujourd'hui en France, on n'est pas loin d'être au taquet de ce qu'on est capable de faire en STEP. En tout cas, on ne sera pas capable de multiplier par 5 la quantité de STEP. Et les volumes actuels sont clairement insuffisants pour gérer l'intermittence des énergies renouvelables, c'est-à-dire essentiellement de l'éolien et du photovoltaïque. Donc la question de la batterie chimique est une question qui se pose fortement, en particulier évidemment associée à la question du véhicule électrique. Et à nouveau, le take-home message pour moi de cette discussion, sans trop rentrer dans le détail technique, est de se dire il faut absolument développer les aspects techniques de ces questions-là, parce qu'on ne peut pas s'en passer, mais il ne faut pas non plus espérer que la solution technique réglera tous les problèmes. Voilà. Okay. Pour revenir sur la question des fermes solaires, tu as un peu des ordres de grandeur de surface de terrain mobilisé, combien d'hectares ça fait une ferme, où est-ce que sont installés les panneaux, est-ce qu'il y a des endroits de la planète qui sont plus optimisés pour ça en termes à la fois de climat et d'ensoleillement et voilà, qu'est-ce qui serait le plus stratégique, quoi. Alors, je n'ai pas en tête la taille moyenne d'une ferme solaire. Ce que j'ai en tête, c'est la quantité de surface dont on a besoin si on voulait faire beaucoup de photovoltaïque. Donc, je vous redonne cet ordre de grandeur parce que moi, il me parle bien. En France, pour couvrir toute la consommation électrique moyenne sur l'année, et j'insiste à nouveau sur le fait que c'est
la moyenne sur l'année et pas l'équilibrage du réseau, alors il faut à peu près 20% de la surface des routes. Autrement dit, c'est des surfaces, c'est une fraction des surfaces qu'on a déjà artificialisées. Donc il ne s'agit pas de recouvrir des surfaces qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir recouvrir. On a déjà fait 5 fois plus, rien que pour les routes. Le deuxième aspect de l'histoire est de se dire, c'était où sur la planète? Essentiellement là où il y a du soleil, et si possible, pas trop de nuages. Ça dépend. Il y a des perspectives vraiment intéressantes, je trouve, sur la question de ce qui s'appelle l'agri-photovoltaïque ou l'agro-photovoltaïque, qui essaie de regarder est-ce qu'on peut installer des panneaux sans faire de concurrence à de la production agricole. Alors évidemment, quand on fait ça, ça augmente d'autant le coût du panneau photovoltaïque, puisqu'il s'agit non seulement de payer le panneau photovoltaïque, l'installation, etc., mais en plus de venir le mettre en hauteur, au-dessus des cultures, avec le cadre qui va bien. Donc, c'est plus cher, mais démonstration a été faite que installer des panneaux photovoltaïques pouvait ne pas réduire significativement le rendement agricole, ne pas réduire significativement le rendement photovoltaïque. Donc, il y a moyen. Dans cette logique-là, on a une question de Vincent que tu as peut-être vu passer dans le chat, qui serait de savoir, en gros, pour une famille moyenne, il faudrait quelle surface si elle veut vraiment être off-grid? Alors, à nouveau, pour être off-grid, il ne faut pas juste produire suffisamment d'énergie en moyenne, il faut s'assurer d'une certaine stabilité. Donc, ça, c'est pas facile. Si je fais un ordre de grandeur rapide en disant une sorte de 20% de la surface des routes pour 66 millions de Français, tu arrives en gros à 30 mètres carrés par personne. Ordre de grandeur, on va dire de l'ordre de la dizaine de mètres carrés. En prenant compte d'un panneau à 20% de rendement et en prenant compte du fait que le soleil ne brille pas la nuit et qu'il y a des nuages. Quelques petites questions un peu en vrac. Je ne suis pas sûre que tu as la réponse sur tout. Il y en a une sur les risques d'incendie et de la difficulté des pompiers à atteindre les toitures en cas de panneaux photovoltaïques sur les toitures. Est-ce que tu as des billes sur l'amélioration de ces risques d'incendie ou pas? J'ai pas d'éléments là-dessus. Okay. Question intéressante à se poser. Dans une perspective de transition énergétique, je ne suis pas sûr que ce soit le risque le plus limitant. Si on exclut la question du stockage, est-ce qu'il y a d'autres sources d'énergie qui pourraient pallier l'intermittence du solaire photovoltaïque? Alors d'abord, il y a la question d'une gestion de l'énergie multivectorielle, ce que j'ai essayé de présenter un petit peu ici, c'est-à-dire est-ce qu'on ne peut pas coupler le photovoltaïque directement avec des façons de faire de l'énergie qui se stockent mieux, soit sous forme chimique, soit sous forme thermique? Mais j'imagine que la réponse un peu attendue à la question, c'est davantage celle de la complémentarité entre le solaire et l'éolien. Le soleil a tendance à plus briller en été et moins en hiver, ça, c'est pas un scoop. Le vent a tendance à plus souffler en hiver et moins en été, ça, c'est un peu moins intuitif. Et donc, on voit des démonstrations où on dit, vous voyez, si on met les deux ensemble, c'est formidable, ça se compense. Il faut être vraiment beaucoup, beaucoup plus précis sur ce qu'on est en train de regarder. Ça se compense à peu près quand on fait de la moyenne sur des temps longs. C'est-à-dire, effectivement, ça limite les variations intersaisonnières de production. Par contre, ça limite très, très peu les variations sur des temps courts, c'est-à-dire la capacité qu'a le solaire et l'éolien, capacité un peu embêtante, c'est pas un truc positif, de changer brutalement de valeur en l'espace de quelques minutes. Et ça, la complémentarité entre éolien et photovoltaïque ne fait pas disparaître cette intermittence rapide. Et à nouveau, il faut ici faire attention à la différence qu'il y a entre regarder des choses en valeur moyenne, regarder des choses sur l'échelle d'une saison ou regarder des choses à l'échelle de la minute, qui est l'échelle de temps importante pour la stabilité fine du réseau.
Pour rappeler l'ordre de grandeur, parce que je trouve que c'est parlant, le blackout de 2003, qui fait que l'Italie tout entière tombe dans le noir, se passe en l'espace de 3 minutes. C'est-à-dire qu'en 3 minutes, vous avez un parc électrique complet qui s'effondre parce qu'il y a un problème quelque part, en l'occurrence un câble qui touche un arbre. Donc le temps caractéristique du réseau, c'est même pas l'heure, c'est pas la saison. Ça peut être la minute. Deux dernières questions et puis après on va s'arrêter parce que ça fait 1h30 qu'on fait cette conférence. La première est assez rapide. Est-ce qu'on peut remplacer le phosphore dans la fabrication des panneaux photovoltaïques puisqu'il va y avoir des problèmes d'approvisionnement en phosphore, notamment parce que c'est aussi en tension avec l'agriculture? Il y a différentes façons de doper un matériau. Aujourd'hui, on le fait principalement avec du phosphore parce que c'est ça qui marche bien. Il y aurait la possibilité de doper avec d'autres choses, bien sûr. Maintenant, les quantités de phosphore dont on parle là sont des quantités absolument fifrelinesques. On parle de dopage, c'est-à-dire on vient mettre des impuretés de phosphore dans le matériau. On n'est pas en train de faire une galette de 2 cm de phosphore pur. Donc, à ma connaissance, la quantité de ressources nécessaires en termes de phosphore pour faire un panneau n'est pas aujourd'hui inquiétante et a peu de chances de le devenir demain. Et si ça l'est, on est capable de doper du silicium autrement qu'avec du phosphore. Et c'est un peu la même chose pour l'argent. On utilise de moins en moins d'argent pour faire du photovoltaïque. On sait faire des contacts avec autre chose que de l'argent. Donc, comme tous les éléments ils sont limités, bien sûr, la question c'est est-ce que cette limite est suffisamment loin pour qu'on soit capable de développer des grandes quantités de panneaux photovoltaïques? À ma connaissance, la réponse aujourd'hui, c'est plutôt oui. Entendu. Et une question perspective de filière qui terminera bien du coup la session. On a vu que l'augmentation du PV contre toute attente et contre les prévisions de ceux qui sont censés avoir une vision du secteur continue à augmenter quasiment de façon exponentielle. Est-ce qu'on va atteindre un pic? Quand? Pourquoi? Alors, on va forcément atteindre un pic parce qu'un machin n'est pas exponentiel à l'infini, jamais, évidemment. Quand, c'est toujours la question. Une fois que le pic sera passé, on pourra le dire. Pourquoi? Pour un mélange de choses. D'abord, pour des questions économiques. C'est en général ça qui drive les pics. De se dire, est-ce qu'à un moment, il peut y avoir des ruptures en termes de subventions, par exemple, ou d'engouement, ou de ce certain nombre de choses pour le photovoltaïque, qui peuvent réduire la voilure, ou est-ce qu'à l'inverse, ces effets-là vont être compensés par l'amélioration continue des technologies et le rôle qu'elles vont être amenées à jouer, forcément, dans la production d'énergie au niveau mondial. Et vraiment, j'insiste là-dessus, le problème énergétique, il doit se lire au niveau mondial et pas juste au niveau français. Voilà, c'est pour moi les éléments qui peuvent expliquer la façon dont le photovoltaïque va continuer de se développer plus vite ou moins vite. Et je ne suis pas sûr qu'il y aura un pic clair et qu'après ça redescendra. Potentiellement, simplement, ça va quitter le comportement exponentiel, ralentir un peu, repartir à la hausse, faire un comportement un peu compliqué. C'est plus ça que moi je crois. Entendu. Écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là. Il reste encore quelques questions. N'hésitez pas soit à nous les écrire pour qu'on puisse revenir vers vous, soit effectivement, comme vous l'a proposé Wo, de lui envoyer un message via la messagerie de Citoyens pour le climat. Merci à tous de votre participation. Je te laisse le mot de la fin. Pardon, excuse-moi. Non, vas-y, je te laisse le mot. Ok, super, merci. Merci à vous, merci pour l'organisation, merci d'avoir géré toutes les questions. Les slides seront disponibles, donc si vous voulez les retrouver pour avoir tous les ordres de grandeur et les références dont elles viennent, n'hésitez pas à aller les chercher. Si vous avez des questions dessus, tiens, merci Christophe, sympa. N'hésitez pas à aller à me les écrire pour qu'on puisse en discuter. Et puis, rendez-vous pour les prochaines conférences de CPLC. Merci à vous.